Bonjour mes VIP chéris, vous connaissez désormais le modus operandi, vous m'offrez la flexibilité de produire des vidéos qui sont en réalité des audios et de le faire en extérieur. Et en échange, eh bien, je vous fournis des réflexions à rythme plus régulier. Alors, avant tout, la bienséance veut que nous échangions des vœux. Alors ça sera un échange un peu unilatéral. Je vous souhaite évidemment beaucoup de chance et beaucoup de réussite, beaucoup de performance en 2020 et je vous le souhaite sur différents niveaux. Mais enfin, vous savez que ce que je vous souhaite n'a dans l'absolu pas grande importance. Ce qui compte, c'est les efforts, la régularité que vous allez fournir. Alors, je suis un petit peu intristito, je suis entaché de tristesse, je suis attristé aujourd'hui. Ça va vous permettre, la petite anecdote que je vais partager avec vous va vous permettre de simplement dater l'enregistrement. Je viens d'apprendre le décès de Kobe Bryant et voilà, la mort est quelque chose de très inégalitaire au sens où l'on est complètement insensible à la mort d'un inconnu, a fortiori d'un inconnu étranger, et qu'au contraire, on peut être particulièrement touché, voire choqué, voire anéanti par la mort de quelqu'un qui certes on n'a jamais parlé, mais qui, on va dire, peuplait de façon imaginaire, presque en poster, notre univers mental, notre imagination. Alors voilà, je fais partie de cette génération, il avait mon âge, où les sportifs américains faisaient rêver, ils le font toujours d'ailleurs, mais plus encore à l'époque, particulièrement à l'époque, et il y en avait tout simplement deux hors normes qui se sont suivis, c'était Michael Jordan, c'était Kobe Bryant. Donc le destin cruel me fait presque remettre en cause ma théorie. Vous savez, j'ai une théorie, une idéologie à laquelle je crois fortement, plus que fortement, à laquelle je suis agrippé, arrimé, qui est que globalement, les gens ont ce qu'ils méritent et que la chance et la malchance se décident. Alors là, je ne sais pas, du coup, si cette anecdote est une exception qui n'invalide pas ma théorie, si cette anecdote invalide ma théorie, il me paraissait pourtant être un brave gars. Qu'est-ce qui a enclenché cette séquence dramatique où l'hélicoptère s'est mis à dérailler? On l'ignore. J'ai pas forcément très envie d'invalider ma théorie. Je préfère penser simplement que l'hélicoptère est un engin de malheur. Ce que j'ai toujours dit, alors j'ai pas eu souvent l'opportunité ou l'occasion d'y monter. Les rares fois où cela s'est produit, où cela aurait pu se faire, j'ai toujours refusé d'y monter. C'est un engin que je trouve mécaniquement, c'est même pas que je trouve, c'est qu'il est évident que cet engin est mécaniquement instable. Vous voyez bien que un engin qui ne tient en l'air que par la force par la traction d'une hélice tournant dans un sens et d'une autre hélice placée à 90 degrés, c'est évidemment quelque chose de très instable au sens où tout bug, ou tout petit décalage dans la fréquence de rotation des hélices et l'appareil devient absolument incontrôlable. Alors qu'un avion qui perd de la puissance moteur, évidemment, ça dépend des typologies, mais un avion qui perd de la puissance moteur est comme un engin qui est maîtrisable, alors qu'un moteur qui effectue une rotation, vous comprenez bien que dès que la fréquence de rotation se dérègle, c'est incontrôlable, même par le meilleur des pilotes. Donc je m'arrêterai là pour cette anecdote dramatique, mais voilà, tenez-vous loin des hélicoptères s'il fallait en faire une morale. Alors aujourd'hui, un sujet clé, d'ailleurs je les enchaîne parce que le dernier n'était pas du tout anecdotique, c'était le sommeil et le sommeil n'a rien d'anecdotique, même si certains d'entre vous l'ont rapporté et l'ont ramené à tort à quelque chose d'anecdotique et vous avez échangé des trucs plus ou moins techniques sur les gadgets vous permettant de vous réveiller, alors que je vous expliquais que fondamentalement ça n'était pas le sujet. Mais bon, je préfère toujours une réaction à une absence de réaction à ces vidéos VIP. À propos de réaction, je vous encourage d'ailleurs à faire vos devoirs, les devoirs que je propose de façon facultative, enfin quand même.
mensuellement et vous êtes moins de 10% à les faire. Donc les 90 autres, écoutez, il ne faudra pas trop vous étonner que votre progrès soit lent si vous ne faites pas les devoirs qui vous sont proposés, évidemment. Alors, le sujet du jour, cela sera non pas sur la chance, je change une lettre, ça sera sur le changement. Non pas avoir de la chance, mais changer. Alors, si le modus operandi est le même, j'introduis néanmoins une petite nouveauté. Cette petite nouveauté va dire que c'est un sujet que je vais peut-être m'autoriser à reprendre dans une vidéo gratuite. Donc vous avez le primat de ma réflexion sur ce sujet, mais peut-être en entendrez-vous parler dans les vidéos gratuites. Je ne me l'interdis pas. Désormais, quand j'aurai l'embryon d'une réflexion, je la partagerai d'abord avec vous les VIP, et puis éventuellement, si j'estime qu'elle vaut le coup, et si vous l'estimez, avec les autres. Donc, ne soyez pas surpris. Alors, la question du jour en une phrase. Est-ce que les gens changent? Est-il possible de changer? Peut-on changer quelqu'un à dessein? Peut-on changer soi-même? Ce sont des questions récurrentes dans l'univers du développement personnel ou plus globalement de tout ce qui va avoir trait à la psychologie, au caractère des gens. Et ce sont encore une fois des questionnements où les réponses sont presque dogmatiques. Donc il y a deux chapelles. Il y a la chapelle des gens qui pensent que le changement est possible et qui globalement sont plutôt de gauche, plutôt des optimistes, plutôt dans le camp du bien, nous sommes notre propre limite, ce que tu veux, Dieu le veut, regarde le ciel, vise les étoiles pour atteindre les châteaux, etc. Et puis il y a la chapelle d'en face qui dit cyniquement que les choses sont telles qu'elles sont, que rien ne change, et qu'on appelle les conservateurs, les réactionnaires, les tragiques, les cyniques, les pessimistes. Bon. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas me cacher derrière mon petit doigt et de vous donner une vraie réponse, de ne pas faire une dissertation de philo, mais néanmoins d'essayer d'appuyer ma réponse sur quelque chose, sur un raisonnement qui me paraît en soi assez indubitable. Oui, il y a des raisonnements qui sont dubitables, c'est-à-dire qu'il est possible de soumettre au doute, et il y a des raisonnements qui, pris dans le contexte de l'expérience, ne peuvent pas être remis en doute parce qu'ils procèdent par syllogistique, c'est-à-dire par enchaînement logique cartésien, indubitable en logique, vous savez, la fameuse logique que j'appelle booléenne, c'est-à-dire cette logique qui dit que si A implique B, c'est non B qui implique non A et pas B qui implique A, c'est une logique qui est de plus en plus abstraite pour les gens n'ayant pas fait de sciences dures, mais qui, croyez-moi, sous-tend tout et qui serait bien utile. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, puisque quelqu'un, dans un cycle de conférences récent, dans son premier opus, dans son premier chapitre, incitait ses élèves et clients à réviser leur syllogistique. Voilà, donc pour une fois, vous ne direz pas que j'ai copié sur le monsieur au canapé rouge, puisque moi, ça fait des années que je parle en séminaire de la syllogistique et de la logique booléenne, c'est-à-dire de ces A, de ces B et de ces C. Puis bizarrement maintenant, c'est dans la conférence, c'est dans le cours du monsieur au canapé rouge. Voilà. Donc il y a les preuves dans mes séminaires que j'en ai parlé une décennie auparavant. Alors, ma réponse. Et puis on va le faire à la Colombo. Je vous donne la réponse d'abord et je vous l'explique par la suite. Ma réponse, c'est non. À 41 ans, bientôt 42, après une expérience, on va dire, j'aime pas le mot coaching, mais on va dire une expérience d'accompagnement, de sociologue, de psychosociologue, de décodeur, d'analyste des comportements humains de près de 14 ans. Nous fêterons l'année prochaine la 15e année. Eh bien, je pense que les gens ne changent pas. Je pense que personne ne change. Mais, encore une fois, ce qui compte, c'est pas la conclusion, c'est la manière d'y arriver. C'est le mais et surtout les conditions expérimentales. Ce que j'appellerais changer, je considérerais que quelqu'un change dans la mesure où je serais arrivé, ou quelqu'un serait arrivé, quiconque serait arrivé, à remplacer son caractère ou un trait de son caractère par un autre caractère ou un autre trait
du même caractère. Je répète, pour moi, changer, c'est remplacer totalement ce qu'on appellerait en informatique son logiciel, son OS, son operating system, c'est-à-dire ce sur quoi les challenges, les défis, les difficultés, les situations quotidiennes plus ou moins complexes vont venir se greffer. En informatique, l'OS, c'est ce qui est invisible à l'utilisateur. L'utilisateur et l'utilisatrice surtout ne voient, eux, que des apps. Ils ne voient que la face émergée de l'iceberg. Les applications, c'est ce avec quoi il entre en interaction avec sa machine. C'est ce qui lui donne le résultat qu'il recherche. C'est Google Maps, c'est une application, c'est quoi? C'est Tinder, c'est l'horloge. Voilà, tout ça, c'est des applications. Mais ces applications ne fonctionneraient pas dans un néant, dans un vide technologique. Il faut bien que derrière, il y ait un logiciel invisible qui permettent à ces applications de s'ouvrir, de se fermer, de fonctionner entre elles, de ne pas trop se perturber l'une et l'autre. Je dirais de quelqu'un qu'il ou elle a changé, dans la mesure non pas où il ou elle change des applications visibles, les applications visibles pouvant être au niveau psychosociologique, ça va être la façon de s'habiller, ça va être l'accent avec lequel on parle, selon la région où on habite, ça va être son niveau d'énergie, si on est un peu plus enthousiaste, un peu moins enthousiaste. Si on n'est pas enthousiaste du tout, ben on dit de nous qu'on est déprimé ou en dépression ou dépressif. Voilà. Ça, ce sont les apps et évidemment qu'elles peuvent changer. Ce que je refuse de croire en revanche, c'est qu'il soit possible de remplacer l'OS de quelqu'un, le logigramme de quelqu'un. Alors, vous allez me dire, et vous devriez déjà être en train de penser, mais Coco, je m'empresse de cliquer sur le bouton désabonner puisque tu me vends des programmes. J'en vends pas beaucoup des programmes, enfin je vends Timidité, Vivez de ce que vous aimez, et puis l'abonnement VIP est en quelque sorte un programme, c'est une fourniture de contrat. Enfin, je m'engage par contrat à vous donner accès à une quantité de matériel mensuel. Et vous allez me dire, mais pourquoi on fait tout ça si ça n'est pas pour changer? Par définition, tu viens de tuer ton business, tu viens de te pendre tout seul à la branche d'un arbre avec une corde. Eh bien non, je pense qu'on ne peut pas changer de caractère. Je pense qu'en revanche, on peut mettre en place des séquences dans lesquelles on a le temps de réaliser ce dont on a besoin à un moment donné. Je m'explique. Partez du principe, pensez à une colline. Pensez à une colline. Cette colline, vous la visionnez en 2D, là, comme sur un dessin d'enfant, d'accord, sur une feuille de papier, à plat. Et vous allez tout de suite voir que cette colline a deux pentes, une pente de chaque côté. Voilà. En tout cas, bien entendu, si vous la dessinez à plat. Si vous la dessinez en 3D, elle a une infinité de pentes, mais ce n'est pas le sujet. Donc, une colline en 2D dessinée par un enfant à deux pentes, une de chaque côté. Eh bien, maintenant, mettez une grosse pierre ronde, je dis bien ronde, circulaire, en haut. Et imaginez qu'à aucun endroit la colline n'est plate, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune surface plane. Il y a comment on dirait, la dérivée ne s'annule jamais. C'est vraiment le sommet, et le sommet est très légèrement bombé et rien ne tient parfaitement en équilibre. Vous allez donc avoir l'image de cette sphère en rotation, enfin plutôt qui n'est pas encore en rotation mais qui est instable. Vous essayez de la poser sur le sommet de la colline, vous allez bien voir qu'il va toujours falloir un effort même minime pour la maintenir à sa place, d'accord ? Bon. Mais par contre cet effort est minime. Vous allez voir en revanche vous allez aisément concevoir en revanche que si vous abandonnez momentanément l'effort et que vous laissez la pierre, vous laissez le rocher, la bille, la bulle aller à sa guise, elle va choisir de tomber arbitrairement d'un côté ou de l'autre, et plus elle va s'éloigner du sommet, plus évidemment vous allez peiner pour l'y remettre. Voilà. La pente, c'est le caractère, dans ma métaphore. C'est-à-dire que en l'absence
d'un effort organisé, pensé, rationnel et oserais-je dire le mot intelligent, eh bien votre pente naturelle va vous emmener très très loin, d'accord, très très loin du contexte de meilleure performance. Il n'y a personne qui excelle dans un domaine simplement en se laissant aller à sa pente. Encore une fois, que ce domaine, ça soit le sport, que ce soit la performance quelconque, que ce soit ne serait-ce qu'être en bonne santé ou quoi que ce soit, notre pente nous pousse à consommer des sucreries, à consommer du gras, à consommer des pizzas, à préférer s'amuser plutôt que de travailler. Ça, c'est la pente naturelle. La pente naturelle de l'enfant, on va dire. Puis ensuite, en grandissant, il y a des vices plus élaborés, plus retors, plus vicieux, comme l'autodestruction. Donc ça va être les substances, voilà, la cigarette, les drogues. Bon. La pente nous entraîne toujours plus à l'écart, plus loin du point de performance. Et plus on se laisse aller à sa pente pendant longtemps, plus il est difficile, évidemment, de se rapprocher de ce point. Demandez à quiconque. Un sportif amateur, je dis bien amateur, qui arrête une semaine ou deux, bon, un petit effort, et il s'y remet. Ça peut même être avec plaisir. Quand vous arrêtez le sport, comme ça a été mon cas pendant quasiment 5 ans, plus de 5 ans, de 23-24 ans à 30-31 ans, eh bien, le retour est terriblement coûteux en motivation, en énergie, en investissement. En calories, comme dirait l'autre. Bon. Je pense qu'à défaut de faire changer les gens, un enseignement intelligent peut leur apprendre à jouer avec leur point d'équilibre. C'est-à-dire à se retrouver dans une zone, d'accord, dans une zone où, avec un effort pas très important, avec un effort relativement modéré et donc quelque chose de tout à fait faisable pour un être humain qui ne soit pas Superman ou un super-héros, d'accord, eh bien, il puisse se maintenir pendant un temps donné dans cette zone, c'est-à-dire dans la métaphore du haut de la colline, où finalement, avec des efforts accessibles, pas très compliqués, pas très douloureux, il puisse quand même finalement réussir à faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire accéder à l'objectif qui s'était fixé. Vous allez me dire, bon, allez, ça commence à être un petit peu abstrait, j'ai l'exemple qui arrive. L'exemple, c'est avec un de mes clients qui a été finalement particulièrement les plus simples. Alors, c'était pas un client VIP, l'offre n'existait pas à l'époque, il s'appelle Alexandre, c'est maintenant un ami, un de mes meilleurs amis, une des personnes sur lesquelles je peux le plus compter. Eh bien, Alexandre est paradoxalement quelqu'un, et l'un de mes anciens élèves qui a fait le meilleur usage de mes ateliers de l'époque, atelier séduction, atelier relooking, on parle de juin 2006, donc vous voyez que ça n'est pas hier. L'avantage, c'est que j'ai le recul sur son expérience pour faire un point. Donc Alexandre est l'un de ceux qui a le mieux performé, d'accord ? Et pour autant, 14 ans plus tard, je puis dire qu'Alexandre n'a pas changé. Alexandre a simplement mis en place, donc pourquoi il n'a pas changé ? Alexandre est fondamentalement un sédentaire. C'est quelqu'un qui aime vivre dans une maison, dans un pavillon, généralement en périurbain, en périphérie. Et c'est quelqu'un qui va aimer, ce qui va le faire kiffer, sa pente, ça va être de collectionner. C'est un collectionneur, donc il va collectionner une année les flippers, une année je ne sais qu'est-ce qu'il collectionne. Les figurines, bon, l'année dernière, il y a 2 ans, il était très crypto-monnaie. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de place. C'est quelqu'un qui fait le meilleur profit de cette place et qui aime remplir son garage. Alors, je crois qu'il avait des motos il y a quelques années. Après, il a vendu ses motos, il a eu une voiture un peu particulière. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le concret et qui est dans, il fait de l'eBay, il achète des choses sur Internet, il trouve des gens un petit peu particuliers qui savent les restaurer. On est assez proche au niveau de nos hobbies, de nos passions. Moi, c'est très circonscrit à la haute fidélité un peu vintage.
Lui, c'est beaucoup plus large. Ça va encore une fois, je vous dis, des machines de jeux vidéo de type arcade aux flippers, aux crypto-monnaies. Enfin, quand je dis crypto-monnaie, c'est pas qu'il a un portefeuille en ligne. C'est que quand il s'y est mis sérieusement, il a acheté des tours d'ordinateurs super cloquées, super performantes pour miner de la crypto-monnaie jour et nuit. Voilà. On parle de ce profil-là, c'est-à-dire, les anglo-saxons diraient un homme qui a une man cave, c'est-à-dire qu'il y a un lieu, un garage, une pièce chez lui dans laquelle il se livre à des hobbies de mecs, il fréquente des forums ou des clubs de passionnés. Et je crois qu'il a fait de la pêche également, mais de la pêche sportive il y a quelques années, vous savez, ces pêches où on pêche des barracudas, enfin des poissons énormes là, de plusieurs dizaines de kilos à l'arrière d'un bateau. Voilà, il aime le matériel et il va collectionner pendant un temps donné le matériel. Bon. Ça a été la vie de son premier mariage pendant lequel il a eu une petite fille, et ce mariage s'est achevé assez douloureusement, comme la plupart des divorces, juste avant l'atelier, donc en 2004-2005. C'est la raison pour laquelle il est venu vers moi, parce que s'étant mis en couple très tôt et ne s'étant finalement, comme la plupart des hommes, jamais posé la question de comment ça fonctionne et comment ça commence et comment ça s'arrête, eh bien, il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, enfin sans clueless, sans indice, sans aucune explication. Il est venu vers moi et comprenant que son mode de vie sédentaire, collectionneur, pavillonnaire, périurbain était probablement en partie à l'origine de son problème. Souvenez-vous du premier chapitre du programme Timidité où je parle de la surface de contact avec le monde. Le couple est une entité déjà qui structurellement, intrinsèquement, va réduire votre surface de contact avec le monde. Si en plus vous vous excentrez et vous vous livrez à des hobbies solitaires et chronophages et qui se passent en gros entre votre garage et votre salon, ça ne va pas faire du bien à votre sphère sociale, ça ne va pas faire du bien à votre surface de contact. Et puis si vous habitez dans un endroit où concrètement vos seuls déplacements c'est en voiture, vous n'allez pas croiser beaucoup de nouvelles personnes par jour. Et en plus, si vous travaillez dans un secteur hautement masculin, eh bien, vous n'allez jamais croiser de femmes. Voilà, donc ça, c'était son problème. Il a compris que son mode de vie, c'est-à-dire son goût personnel, c'est-à-dire sa pente, faisait partie du problème. Elle était consubstantielle de ce qui l'avait amené à son divorce, même si rien n'est monodéterminé, les faits n'ont pas une seule cause, mais néanmoins c'était une cause prépondérante, surpondérée par rapport aux autres. Eh bien, il n'a pas changé, il a mis en place un contexte, il a mis en place une ambiance, il a mis en place un mode de vie temporaire pendant 2-3 ans de célibataire, mais il l'a fait très intelligemment. Il a, je ne sais plus s'il a loué ou sous-loué, enfin bref, il a essayé de tirer un revenu de sa maison, enfin de son ex-maison. Avec ce revenu et en y mettant un petit peu plus évidemment de son salaire, il a très très rapidement loué une espèce de 2 pièces, enfin un truc assez atypique dans le 8e arrondissement de Paris. C'était encore possible à l'époque, maintenant c'est certainement impossible. Mais enfin je crois que pour 1000 et quelques euros, il avait trouvé une espèce de rez-de-chaussée avec une mezzanine dans le 8e arrondissement de Paris, donc extrêmement central et commode vers Place de la Madeleine. Et il a complètement changé le mode de vie, donc il a utilisé, ça j'étais pas trop d'accord, je le lui ai déconseillé, mais enfin vous n'êtes pas obligé de m'écouter comme je suis pas un gourou, vous pouvez évidemment me nier, ne pas faire ce que je dis. Donc il a utilisé toutes les applications de rencontres, il en a été évidemment déçu, mais enfin quand même ça l'a mis en mouvement, ça l'a mis en branle. Et puis vous pouvez me réfuter, c'est le terme que je cherchais, vous pouvez me réfuter. Et surtout, il a utilisé, plus important que les applications, il a utilisé l'émergence des groupes de sortie, donc On va sortir et d'autres, avant que cela ne devienne un peu des repères finalement à no life, ce que c'est maintenant. Enfin, en tout cas, mon expérience me montre que c'est systématiquement des repères à no life.
Peut-être l'a-t-il mieux géré à l'époque, ou peut-être était-ce plus tôt. Donc, il a quitté rapidement On va sortir pour aller sur un autre. Et puis après, il a même monté son propre réseau avec comme ça des gens qui avaient besoin de socialiser. Je crois que le site n'existe même plus, donc c'est pas une façon de lui faire de la pub déguisée. Et je sais comment il se payait son studio. Il se payait son studio avec avec l'argent que je lui donnais pour ses ateliers, puisqu'il animait mes ateliers séduction de 2007 à 2011 ou 12, quelque chose comme ça. Donc, il est passé d'un mode de vie périurbain à un mode de vie ultra turbo-urbain. Il est passé d'une maison à forcément un studio. Il est passé de loisirs solitaires et désocialisants à des loisirs de groupe et au contraire ultra socialisants. Il s'est mis à dater de façon très régulière, sans aucun a priori, en n'étant pas forcément, c'était l'erreur que faisaient beaucoup d'anciens élèves d'atelier séduction, qui se montraient extrêmement sélectifs en imaginant qu'ils avaient comme ça un goût de femme ultra précis. Non, il s'est mis à dater, à rencontrer des femmes, à tirer le meilleur profit de chaque opportunité, qu'elles soient un petit peu plus jeunes, un petit peu plus âgées, un peu blondes, un peu brunes, un peu machin. Ça n'avait pas une grande importance. Et il s'est mis à vivre, moi ne l'ayant pas connu auparavant, je me suis presque dit, mais le paysage, le panorama que cette personne me faisait de sa vie d'avant n'existe plus, il a changé. Là, je vois un citadin, un urbain, hyperactif. Bon. Et en réalité, maintenant on est 10 ans plus tard, il a finalement, sur un de ces forums là, d'activités, pas extrascolaires, mais enfin d'activités vaguement culturelles, il a rencontré celle qui est désormais sa femme actuelle. Et on est 10 ans plus tard, et tout est revenu comme avant. C'est-à-dire qu'il habite de nouveau en Île-de-France, mais très loin du centre-ville. Il a de nouveau choisi une maison qui lui permet d'avoir une man cave. Il a de nouveau des collections de jeux divers, de flippers, de trucs et de machins. Il a de nouveau réduit sa sphère sociale. Il me l'a même avoué, parce qu'on se voit régulièrement. Enfin, on se voit peu fréquemment, mais très régulièrement, puisque nous allons tous les ans à festival de théâtre ensemble. J'en ai même fait une vidéo sur le site. Donc, qu'est-ce que je vous disais, il a tout, il est revenu exactement comme avant. Cet homme n'a pas changé d'un pouce, d'un micro. Simplement, il a eu un besoin, il a eu la nécessité vitale c'était quelqu'un dont le secret agenda a été d'avoir 3-4 enfants. Il a eu le besoin de rencontrer une femme partageant le même agenda. Il a mis en place une stratégie, il a mis en place un contexte où finalement, en s'y prenant intelligemment et avec mon enseignement et avec le bon rythme et pas trop d'efforts, il est arrivé à maintenir la balle en haut de la pente. Mais quand l'objectif a été atteint, eh bien, il s'est relâché. C'est le problème de croire que l'on peut changer, c'est que croire que l'on peut changer l'OS de quelqu'un, c'est croire qu'il n'y aura jamais de relâchement et qu'il n'y aura jamais, que la bille ne va jamais finalement suivre la pente jusqu'en bas. Non. Au moindre relâchement, pensez à votre ex-compagne que vous avez peut-être accompagnée au sport ou que vous avez peut-être aidé à arrêter de fumer, ou pensez à qui que ce soit ayant adopté un comportement, on va dire, antinaturel pour vous plaire ou pour vous convenir ou pour vous circonvenir. Dès que la menace, dès que l'aide, dès que le cadre, dès que le motif n'est plus là, la bille suit sa pente, on se laisse aller à sa pente naturelle. Et Alexandre, aujourd'hui, c'est exactement le même qu'il y a 20 ans, mais avec une autre femme. Je lui souhaite, bien sûr, que cette fois-ci, ça ne se termine pas en divorce. Je lui souhaite le meilleur. Mais j'ai choisi l'exemple vous permettant, j'espère, de comprendre que je peux en même temps, comme dirait l'autre, en même temps démontrer qu'on ne change pas et en même temps démontrer qu'en cas de besoin, on change. Mais ça n'est que circonstancié. On met en place une stratégie, un mouvement
un rythme, quelque chose qui va permettre sur une période donnée mais finie, je dis bien une période donnée mais finie, d'enchaîner sans déployer des efforts démesurés. Ce qui compte, c'est quand on va se laisser aller à sa pente, c'est-à-dire se relâcher, et c'est le moment où l'effort est à payer. Hein. On a rencontré la partenaire qui partage son secret agenda, ou c'est le moment où on retrouve la santé. C'est comme ces gens qui se mettent tout à coup à adopter des régimes drastiques parce que le cardiologue ou l'endocrinologue ou je sais pas quoi, ils ont fait une coloscopie, on leur a trouvé des calculs rénaux, j'en sais rien quoi. Donc tout à coup, pendant 6, 9 mois, 1 an, ça va être des régimes drastiques. Ce qui compte, c'est quand la nouvelle radio, quand le nouvel IRM, quand la nouvelle coloscopie a finalement révélé que le problème s'était résorbé, qu'est-ce qui se passe? Il y aura toujours un moment où la pente va revenir, d'accord? Une personne dissolue, vous pourrez la menacer d'infarctus, sa pente, ça sera la dissolution. Hein. Une personne, un patachon, une personne qui est peu encline à avoir une activité sportive, sa pente, ça sera d'être un patachon. Une personne en proie aux addictions, sa pente, ça sera d'avoir une addiction. Un goinfre, sa pente, ça sera d'avoir un goinfre. Un branleur, c'est-à-dire un fainéant, sa pente, ça sera d'être un fainéant. Et le moment de relâchement arrivera. Et il y retournera. Néanmoins, pendant le temps nécessaire à leur faire atteindre un objectif, un enseignement bien pensé par une personne empathique et pédagogue peut les aider à mettre en place une matrice, un contexte, un environnement où, avec les bons gestes, les bonnes infos, ça ne sera pas très coûteux, d'accord, de maintenir la bille, la balle, le rocher en haut de la colline entre les deux pentes. Mais ça n'est que temporaire, pas parce que cela sera trop fatigant, non. Une fois que le rocher est bien en haut et bien au milieu, ça n'est pas fatigant de le maintenir, d'accord? Pensez-y, c'est plus difficile de le remonter, mais une fois qu'il est en haut, l'effort est minime. Mais c'est simplement que, aussi minime soit-il, cet effort n'est pas concevable à vie. Voilà. Ça n'est pas concevable à vie. Voilà ce que je désirais partager avec vous. J'en reparlerai probablement dans une étude de cas téléphonique, voire j'en ferai peut-être une vidéo gratuite, mais en tout cas, ça sera plus court, plus bref. Vous n'aurez pas un exemple aussi personnel que celui-ci. Je pense avoir fait le tour du sujet, et encore une fois, pensez également à vos... Là, j'ai pris une relation, on va dire, amicale, mais pensez à toutes vos relations amoureuses, présentes et passées. Vous verrez bien que jamais personne n'a changé. Par contre, la phrase « personne ne change », en soi, si elle n'est pas développée, ne suffit pas, parce qu'on voit bien que les gens adoptent des attitudes différentes, des réflexes différents. On voit bien des gens avoir tout à coup un rapport très différent aux autres ou à leur santé. On entend même des gens changer d'accent. Je sais que ma mère, par exemple, me fait beaucoup rire quand elle parle avec l'accent. Elle a appris 50% de l'accent du Midi, tout en gardant 50% de l'accent auvergnat. Donc ça fait des inflexions de voix sur les « un » et les « en » un peu auvergnates, avec en même temps des rythmes un peu du Midi. Tout ça est c'est un peu rigolo, c'est un peu grotesque. Donc les gens empathiques, d'accord, les gens curieux, les gens dynamiques vont avoir cette capacité, cette possibilité de se fondre dans des environnements différents et de changer de manière de s'habiller, de changer d'accent, de changer de manière de manger, de changer de rythme de vie, de goût et de hobby. Mais rappelez-vous que ce qui compte, c'est la pente. Ce qui est structurant, c'est la physique. C'est ce vers quoi vous tendez quand vous annihilez l'effort. Et ça, je n'ai jamais vu, jamais lu, jamais entendu parler de personne ayant changé de pente. Si vous voulez vous connaître, demandez-vous comment vous êtes quand vous ne faites aucun effort, quand vous vous relâchez complètement. Et ça sera ce vers quoi vous tendrez. Hein, comme disait Camus dans Le Premier Homme, un homme,
c'est fait pour s'empêcher. Donc vous allez 90% du temps ou 95% du temps, vous allez réussir à vous empêcher de vous laisser aller à votre pente. Simplement, c'est comme la mise en bière, c'est comme la terre, nous y retournerons tous. Et vous irez tous vers votre pente. C'est pas le débat, c'est un débat qui est résolu, qui est clos, qui a donné lieu à une réponse. Ce qui compte, c'est en attendant, quel est le raisonnement, quel est le cadre, quel est le contexte, quel est l'environnement dans lequel vous allez vous placer pour arriver avec un effort minime et envisageable à vous soustraire à l'attraction de la pente le temps de réaliser vos objectifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient sexuels. C'est ça qui compte et c'est comme ça que vous devrez le formuler. Ne cherchez pas à changer, c'est peine perdue, vous vous mentez. Cherchez à créer l'environnement qu'a créé Alexandre, cherchez à créer l'environnement où vous vous soustrairez temporairement à la gravité. Bien. Et bien sur ce, je vous encourage comme d'habitude à commenter cet audio, enfin commenter cette réflexion semi-improvisée. Et pour ce faire, rendez-vous dans le Slack. Ne commentez pas sur YouTube, commentez s'il vous plaît dans le Slack. Et que voulais-je vous dire? Ah oui, je vais vous préparer bien sûr les devoirs de la rentrée. Je vous suggère encore une fois d'en faire le meilleur usage. À la fois de vos devoirs et à la fois des séminaires que je mets à votre disposition. Faites comme moi, moi je suis un programme par exemple, je ne suis pas mon propre programme, je ne peux pas être mon propre client, mais je me suis réabonné à un programme de cours qui s'appelle Masterclass. Parfois j'oublie de les écouter ou de les regarder. Il faut s'en faire une discipline et une routine, c'est comme tout. Hein. Vous décidez qu'il y a un jour de la semaine, d'accord, une demi-journée de la semaine ou un créneau de la semaine de minimum 2 heures, où vous le faites. Hein. C'est pour ceux qui se demanderaient, qui n'auraient pas forcément, enfin, qui seraient un peu rétifs au côté scolaire de la règle. Non, vous décidez que il y a tel moment de la semaine, le lundi matin, le lundi soir, le dimanche après-midi, je ne sais pas quoi, où c'est le moment où vous bossez sur vous. Et ben, si vous le trouviez difficile, sachez que je le fais aussi. Les amis, à bientôt, au mois prochain. Et n'oubliez pas, on gagne en ne lâchant rien.